Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir chaleureusement Kaori Ito sur scène et en duplex, Coralie Camilli. Bonsoir Kaori. Bonsoir. Bonsoir Coralie. Bonsoir. Alors Kaori, vous avez vous-même pratiqué l'aïkido. En quoi cet art martial fait lien avec tout votre travail sur l'invisible ? Déjà, la danse, moi je pense que quand on danse toute seule, c'est pas la danse. Quand je suis en train de danser, apparemment la personne qui me regarde danser active 20% de votre cerveau. Donc vous êtes gagnant parce que si je danse maintenant, vous êtes en train de danser et dépenser votre énergie. Donc, pour moi, la danse, c'est un dialogue déjà. Donc, la danse, c'est pas une forme que je suis en train de vous donner, mais c'est quelque chose qui se passe entre nous, entre celui qui me regarde danser et celui qui danse. Et dans cette chose, il y a une énergie invisible qui circule entre nous. Et on ne sait pas ce que c'est, ça ne se voit pas. Mais en même temps, on sent une Japonaise qui est en train de parler, peut-être elle va faire une blague. Vous sentez cette énergie-là et qu'il y a des points de rencontre comme un Aikido, comme on a parlé avec Coralie. Le fait qu'en fait, il y a des adversaires qui envoient cette énergie autre que nous, autre que moi. Et que moi, je dois recevoir cette énergie et de convertir donc cette énergie dans une façon un peu plus comme une rencontre. Donc, c'est pas qu'on lutte, mais c'est de convertir cette énergie dans une forme de rencontre. Et après, c'est vrai que on parle de théâtre aussi, le lieu de théâtre, le lieu dans lequel on est. En fait, c'est rempli. Le théâtre est rempli de fantômes. Le théâtre est rempli des artistes qui sont passés, il y a des traces partout, et que même s'il y avait des travaux, il y a quand même des vécus. Donc on parle de tout ça, d'une forme de rituel. Aussi, Aikido, c'est une rituel, la danse, c'est une rituel, le théâtre même, c'est un endroit sacré de rituel. Donc c'est une forme de rituel pour rendre hommage aux fantômes ou des invisibles qui nous ont traversés. Et c'est aussi de danser vraiment avec l'espace vide qui est plein. L'aïkido est aussi un art martial du geste. Dans votre ouvrage, Coralie, vous revenez avec beaucoup de précision sur la différence entre geste et mouvement. Et qu'est-ce qui fait pour vous, justement, l'essence du geste parfait ? Alors, merci de la question, et puis bonsoir à Kaori ainsi qu'à tout le monde. Je commencerai par dire que ce qui était important pour moi concernant la pratique de l'aïkido et la pensée philosophique que j'ai essayé d'y appliquer, c'était de comprendre le temps et l'espace à partir du corps, c'est-à-dire se servir du corps véritablement comme un outil non seulement de pratique, mais aussi de pensée. Et ce à quoi il m'a servi, c'est essentiellement dans mon cours essai publié aux presses universitaires de France, L'Art du combat, à faire deux distinctions conceptuelles qui me semblent importantes. La première, effectivement, comme vous l'avez souligné, c'est une distinction que je fais entre le geste et le mouvement. Et puis ensuite, Kaori l'a évoqué très rapidement, c'est l'idée de conversion entre la force et la puissance. Alors, pour dire un mot sur la différence entre le geste et le mouvement, eh bien, je crois que le mouvement est ce qui dépend de la durée, c'est-à-dire d'un rapport au temps qui est reproductible, segmentable, fragmentable, c'est-à-dire qu'on prend par exemple dans une chorégraphie, si on parle de la danse, ou dans la reproduction d'un kata, si on parle de l'aïkido, la main doit aller du point A au point B, et pour se déplacer, eh bien, elle traverse l'espace en segmentant, en fragmentant plusieurs points différents. Donc le mouvement dépend de la durée. Il se reproduit, il segmente, il fragmente, il est en gros un assemblage mécanique précis et pouvant même, le cas échéant, eh bien, pouvoir tendre à la perfection. Mais le geste, à mon avis, ne dépend pas de la durée, mais beaucoup plus d'un temps moins segmentable, moins fragmentable, moins
moins temporalisé, qui est le temps du surgissement. Le geste, pour sa part, appartient donc à mon avis à une autre dimension. Il est intuition et volonté pris ensemble, saisis ensemble au moment adéquat. Il ne suit aucune trajectoire, il dépasse toute durée. Il est en gros un rapport pur et direct au temps et à l'espace. En gros, le mouvement se travaille et le geste advient. Surgit, survient. Voilà la distinction que je fais. Et évidemment, le mouvement peut être travaillé jusqu'à devenir un geste, mais il n'y a que le geste qui peut faire l'objet d'une forme de perfection, parce que la perfection, je la définis comme prenant en compte une sorte d'économie, de principe d'économie. Alors là, les philosophes ont été nombreux à l'évoquer. Je citerai Leibniz et Bergson, par exemple, hein, qui ont tous les deux pensé et la temporalité et le corps d'une certaine façon. Eh bien, le principe d'économie, en quoi il joue dans la perfection? Eh bien, je pense que tout simplement, un geste parfait, c'est quoi? C'est un geste qui fait l'économie du superflu. Et ça, on peut le voir en aïkido. On peut le voir également dans la boxe thaïlandaise, que j'ai le plaisir de pratiquer également. Et puis, peut-être que c'est un concept aussi qu'on peut appliquer à la pensée. Qu'est-ce qu'une pensée parfaite? Eh bien, c'est peut-être une pensée qui fait l'économie de tout ce qui pourrait se surajouter. Voilà, de manière reproductible, segmentable, fragmentable, assemblage mécanique de choses qui ne sont pas nécessaires à la pureté du geste ou de la pensée. Alors vous, Kaori, mais vous également, Coralie, en tant qu'aïkidoka, et vous en tant que chorégraphe et danseuse, est-ce que vous avez eu déjà l'impression d'exécuter ce geste parfait? Non. Et par exemple, par exemple, si je fais ça et que vous voyez que, dans votre tête, vous voyez que c'est parfait, ben c'est parfait. Et si je fais la même chose et que vous voyez que c'est pas parfait, ben c'est pas parfait. Enfin, en fait, ça dépend des perceptions de choses. Il y a des enfants qui sont pas beau, mais on laisse dire que ben, il est très beau. Enfin, oui, il y a plein de choses. Alors, moi, j'ai l'impression que s'il y a un acte qui est parfait, ça serait la mort. Pourquoi? Parce qu'on lâche tout, en fait. Après, il n'y a plus rien. Alors, on n'a qu'à dire que c'était parfait parce qu'il n'y a personne qui va dire que si c'était parfait ou pas, parce qu'on ne sait pas. Et vous, de votre côté, Coralie, cette idée de geste parfait, est-ce que vous l'avez exécuté ou vu exécuter? Alors, j'ai un souvenir très précis du jour où j'ai pu le voir, ou en tout cas le percevoir. C'était lors d'un séjour au Japon dans la province de Saitama, où j'étudiais en parallèle de ma formation en aïkido les techniques du sabre japonais, du maniement du katana. Donc c'était une école de sabre traditionnel japonais dans la province de Saitama, où on suivait les cours d'un professeur japonais descendant d'une famille de samouraïs qui s'appelle Kuroda Tetsuzan, et avec lequel on avait la chance de suivre 5 heures de cours de sabre tous les matins, avec donc différentes techniques de maniement. Et puis, alors évidemment, on a entendu évoquer les uns et les autres parler de la douleur. C'est vrai que le sabre, c'est très très lourd à porter. C'est vrai qu'on a mal au poignet, les épaules qui se déboîtent, on a des coupures à peu près partout. Et au-delà de la douleur et puis au-delà de l'effort de répétition des mouvements, oui, la survenue et la vue du geste parfait, je l'ai vu lorsque le professeur un matin a dégainé le sabre d'une manière presque invisible ou imperceptible à l'œil nu. C'était beaucoup trop rapide pour s'inscrire justement dans la durée. C'était de l'ordre du surgissement pur, et c'était une beauté qui a duré de manière absolue, et puis en même temps absolument concentrée dans une fraction de seconde. Et là, on voit la vie et la mort de manière rassemblée. On voit la création et la destruction de manière complètement unie. Et là, oui, c'est une expérience visuelle absolument impressionnante. Et puis là où j'ai pu l'expérimenter moi-même avec mon propre corps, c'est pas tellement en aïkido, c'est plutôt en boxe. J'aimerais très rapidement revenir sur l'idée
de lâcher prise, hein, qui a été également évoquée précédemment. Je pense que c'est une notion très très importante qu'on retrouve pour le coup en danse, en aïkido, mais également dans la pratique de la boxe. La principale différence, évidemment, c'est que en boxe, contrairement en aïkido, on n'a pas affaire à un partenaire, mais beaucoup plus à un adversaire. Et ce dont je me suis rendu compte, c'est que, bon, avec l'aide de mon professeur, qui sont des champions, qui ont beaucoup plus d'expérience sur la puissance de frappe, sur ce type de choses, mais c'est vrai qu'on remarque que lorsqu'on veut mettre un crochet du droit avec toute la volonté du monde pour faire mal, eh bien oui, ça frappe, ça fait mal. Mais quand on relâche la volonté, quand la conscience se détache du geste, eh bien, tout en étant relâché, il est beaucoup plus puissant. C'est-à-dire qu'au moment où on renonce à la force musculaire, à l'exercice de la force musculaire, eh bien, il y a l'application de la puissance. Et ça, c'est quelque chose de très, très intéressant. Merci Coralie. De votre côté, Kaori, est-ce que vous avez des pistes qui se dessinent pour cette collaboration, des envies pour la suite de l'ADN Dance Living Lab? Alors, quand j'ai vu Coralie, sa photo, j'étais là, waouh, c'est une Angelina Jolie, trop jolie, qui est championne d'aïkido, c'est génial. Et que nous, en fait, avec Coralie, ce qu'on se disait, c'est qu'on voulait travailler avec une femme. Donc, ça, c'était notre vœu dès le départ. Donc, en fait, ce que j'ai entendu de Coralie, et ce qu'on a, après d'avoir discuté avec elle, on sent que cette énergie, en fait, énergie étrangère qui vient vers nous et qu'on doit recevoir, et c'est pour ça qu'on doit musculer, on doit préparer pour recevoir cette énergie à la fois un peu violente, on parle de violence encore une fois, mais et de recevoir, accepter et de détourner ou convertir cette énergie dans quelque chose où on va décider jusqu'où on va aller. Donc Coralie expliquait, on peut casser le bras, ou pas. Donc ça se décide ensemble avec cet adversaire qui devient notre partenaire. Ça, je trouve ça dans la société, c'est assez important d'être pas en accord avec quelqu'un qui pense pas pareil que vous, mais de négocier le chemin ensemble et de quand même décider jusqu'où on va aller et où on s'arrête. Et ça m'a fait une réflexion. Autant que femme, en fait, nous, bon, on a le trou. Alors, on reçoit une bite, bon, c'est enregistré, hein, qui va pénétrer dans notre corps. C'est quand même un acte de violence de recevoir une partie du corps qui est complètement étrange. Et ce qu'on s'est dit, c'est que c'est intéressant de travailler cette acceptation de femme. Comment ça se fait? Comment on accepte et quel moment on dit qu'on s'arrête, quel moment on lâche prise et jusqu'à quel endroit on peut lâcher prise et qu'on peut laisser aller et accepter l'autre étranger, en fait. Et du coup, ça, j'aimerais bien travailler sur cet aspect de féminité, comment dans l'aspect féminin, dans le corps féminin, comment on applique cet art de Aikido, la philosophie d'Aikido, doublement, parce que au Japon, tout est un peu fait par les hommes, donc le maître d'Aikido, c'est un homme qui a inventé, maître de nom, c'est l'homme, enfin, tout est pratiqué par les hommes, voilà, donc il y a quelque chose peut-être à inventer là-dessus, comment ça peut se faire autant qu'un corps de femme qui recevoir cette philosophie d'Aikido. Merci beaucoup à toutes les deux. On a vraiment hâte du coup de vous retrouver ici.